Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Donc, nous allons parler sur cette table ronde d'industrie verte et enjeux de réindustrialisation des territoires. Quel rôle pour la Green Tech française? Donc, je suis très heureuse d'être là. Donc, moi, je m'appelle Émilie Garcia. Donc, je suis responsable ESG Impact au sein de la direction innovation de BPI France. Donc, BPI France, banque publique d'investissement, où notre rôle est donc de financer et d'accompagner les entreprises sur tout leur cycle de vie, de l'antécréation jusqu'à leur fin de vie transmission. Donc pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'intervenants de haut vol que vous avez ici. Donc, alors nous avons Lina Ismaël ou Ismaël. Bonjour. Donc vous êtes responsable développement, innovation, environnement et responsabilité sociétale à l'AFNOR Normalisation. Bonjour. Merci d'être là. Marie Soudry-Richard, donc vous êtes cofondatrice de l'entreprise Revival, je vous en parlais tout à l'heure. Mathieu Allem. Bonjour, donc vous êtes directeur de l'économie de l'enseignement supérieur et de l'innovation de l'agglomération du Beauvaisis. Et enfin, Gilles Moreau, donc vous êtes cofondateur et directeur du développement durable de l'entreprise Vercor. Bonjour. Alors, une petite intro, une petite mise en contexte avant de rentrer dans le vif du sujet, les Green Tech françaises. Donc BPI France, on a lancé un deuxième panorama en fait, de l'étude Green Tech l'an dernier que vous pouvez retrouver sur le net en fait, pour un peu comprendre ce qu'est une Green Tech, un peu comprendre l'écosystème, les enjeux, les infos en termes de financement, investissement. Donc voilà, c'est vraiment une très belle étude et on va refaire une autre édition l'année prochaine. Donc concrètement, déjà, quand on parle d'une Green Tech, qu'est-ce que c'est? Une Green Tech, ça va être une entreprise qui va offrir du coup une solution innovante, qui peut être soit un procédé, un process, un produit ou un service, qui va permettre à l'utilisateur final, qui peut être soit une entreprise ou un client, donc B2B ou B2C, de limiter son impact environnemental. Impact environnemental, là, cadre, on prend les 6 axes de la taxonomie. Ça veut dire que ça peut être autant sur l'atténuation du changement climatique, donc tout ce qui va être en effet émission des GES, tout ce qui va être l'adaptation, mais également tout ce qui va être du coup la gestion de l'eau et des ressources marines, tout ce qui va être la transition vers une économie circulaire, tout ce qui va être la pollution air au sol et également tout ce qui est protection de la biodiversité et restauration des écosystèmes. Enjeu d'objectif neutralité carbone 2050, on est tous au courant de ça. Clairement, on est convaincu que les Green Tech ont un rôle énorme à jouer. L'innovation, technologie est une partie de la solution, mais ça ne fera pas toute la solution. On a évidemment le triptyque, il faudra continuer à investir dans l'efficacité énergétique et aussi, comme en parlait Clément tout à l'heure, tout ce qui va être du coup les changements les changements d'usage pour aller de plus en plus vers la sobriété. Et c'est vraiment ces 3 items qui vont permettre de pouvoir répondre à tous ces enjeux. Alors, en fin 2022, on dénombrait à peu près 2150 Green Tech sur le territoire. Là, mi-année, on était à peu près à 2300, 2400. On va voir combien on va être à peu près à la fin de l'année. En termes de thématiques, la répartition sectorielle a à peu près peu changé d'une année à l'autre. La majorité, on va être à peu près 25% sur la thématique, du coup, vraiment de tout ce qui va être décarbonation, économie circulaire, transition environnementale. Et la deuxième qui ressort ensuite, c'est tout ce qui va être les nouvelles énergies, vraiment direct par tout ce qui est du coup le stockage d'énergie, l'hydrogène vert. Et après, on va avoir du coup les thématiques de la mobilité propre, de l'agri-agro, de l'industrie verte, également de la construction du durable qui est le moins représenté. Dans le panel, on a à peu près 19% des entreprises Green Tech qui sont Deep Tech et on a 47% donc, qui ont un enjeu industriel. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, en termes de financement public et privé, donc les Green Tech sont vraiment accompagnés sur le sujet. Donc BPI France, l'idée c'est qu'on soit vraiment un levier. Donc dans le cadre de France 2030 et dans le cadre du plan climat 2022, en termes de financement et innovation, on est à peu près à 2,15 milliards d'euros. En termes d'investissement, on est à 200 millions d'euros par an, sachant que 2023, là, je crois qu'on est déjà à 230, 240 fin août. Donc pareil, on va aussi augmenter en termes d'investissement cette année. En indirect, fonds de fonds, on est à 130 millions et on a à peu près une centaine d'entreprises accompagnées. Si on regarde par rapport au global, par rapport à l'écosystème, je crois que ça a été évoqué hier, on était à peu près à 2,5 milliards d'euros donc levés pour les Green Tech françaises. On était à plus 53% par rapport à 2021. Et donc au global, les Green Tech, ça représente 19% du montant des levées. Et le principal phénomène de ça, c'est qu'on a de plus en plus donc multiplication de gros tickets, plus 100 millions d'euros. Les grosses levées qui tirent le chiffre, on peut citer, je sais pas, du NW, du Electra, du DeepKey, du Back
Market qui a fait vraiment de grosses levées en 2022, et je ne cite pas celle de 2022 de cette année où on en a évidemment aussi de très grosses. Et en fait, le point vraiment important à noter, c'est qu'on a vraiment noté un dynamisme français, vraiment des green tech en termes de levée par rapport au reste de l'écosystème Europe et reste du monde qui, eux, stagnaient. Mais par contre, en France, on a vraiment réussi à augmenter sur cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Donc voilà un peu pour la mise en contexte. Maintenant, donc, on va rentrer donc, dans le vif du sujet. Elina, je vais commencer par vous. Est-ce que vous... Allez, je fais foumoiement. Est-ce que vous pouvez tutoyer ? Oui, tutoyer, c'est très bien. On fait allez, tutoiement. Donc, est-ce que tu pourrais du coup nous parler... donc, on va parler du coup donc, de la loi Industrie Verte, des référentiels nouveaux vont être mis. Parce qu'en gros, on va parler de l'industrie verte. On va parler du coup d'exigences environnementales, comment on cadre ça, et on montre qu'on ne va pas faire du greenwashing, qu'on va dans le bon sens. Et donc, qu'est-ce que vous, la FNOR, allez mettre en place? Et ça va être quoi, du coup, les conséquences pour les entreprises par rapport à ça? Merci beaucoup, Émilie, pour cette question. Alors, déjà, peut-être pour dresser un rapide panorama, je ne sais pas si tout le monde est familier avec AFNOR Normalisation. Qu'est-ce que c'est que cette organisation concrètement? Nous, notre cœur de métier, c'est établir des référentiels de confiance pour les acteurs du marché en lien avec les politiques publiques, avec les lois, les réglementations, que ce soit au niveau français, européen et également les tendances du marché au niveau mondial. Dans ce contexte-là, dans un contexte où on a une forte volonté politique de réindustrialisation du territoire et d'enjeux de croissance verte, et donc ce fameux paradigme de volet industrie verte qui est finalement matérialisé par la loi, qui a d'ailleurs été promulguée il y a 2 semaines. Donc finalement, cette table ronde arrive au bon moment, je dirais. Nous, à AFNOR Normalisation, on se place réellement en complémentarité de cette loi Industrie Verte. Déjà, peut-être pour revenir sur le texte de loi français en tant que tel, on a vraiment un double enjeu de pouvoir promouvoir les technologies vertes en France. Donc là, finalement, on est vraiment sur un enjeu qui va s'adresser directement au green tech, avec une volonté de pouvoir faire accélérer toutes ces technologies vertes-là, les mettre à disposition sur le marché pour tous les acteurs du marché, et d'autre part, de travailler à ce qu'on appelle la réindustrialisation verte en France, tout en sachant qu'on se place dans un paradigme européen. Une volonté des pouvoirs publics de pouvoir positionner la France comme le leader aussi bien sur les technologies vertes que le leader industrie verte au niveau européen. Et donc, quand on se parle d'industrie verte, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? On a un enjeu potentiellement de terminologie, de sémantique, de savoir ce qu'on met dans industrie verte pour éviter aussi le greenwashing, pour éviter des allégations seulement déclaratives. C'est ça, finalement, tout le nerf de la guerre sur les exigences environnementales aujourd'hui. AFNOR Normalisation arrive finalement en complémentarité de cette loi avec différentes mesures, et on pourra y revenir dans un second temps. Mais au niveau de cette loi, on va nous développer un référentiel volontaire qui va définir ce qu'on appelle l'excellence environnementale européenne. Donc, c'est-à-dire qu'on a un projet qu'on appelle triple E, donc ces fameux 3E, excellence environnementale européenne, qui définit les critères environnementaux pour les entreprises pour qu'elles puissent bénéficier des mesures qui sont mises en place dans le cadre de la loi Industrie Verte. Donc au niveau de cette excellence environnementale, nous, à AFNOR Normalisation, on travaille, comme vous l'avez dit, Émilie, au niveau d'un paradigme que tout le monde se partage. Donc on a un travail sur des indicateurs sur les 6 thématiques qui sont déjà dans la taxonomie verte européenne, donc les 6 impacts environnementaux globaux, puisqu'on peut, par exemple, on ne peut pas mettre de côté les enjeux biodiversité et se targuer d'écrire un référentiel pour les entreprises qui s'appelle excellence environnementale, par exemple. On a vraiment cette dimension holistique. Le but de ce référentiel-là, en appui de la loi Industrie Verte, c'est de pouvoir définir, en fait,
pouvoir définir quelle entreprise peut bénéficier potentiellement de différentes aides de l'État, de fast-track administratif pour des implantations industrielles, de fléchage du financement, de différents bénéfices dans les accès à la commande publique. Nous, on crée vraiment ces indicateurs sur référentiel-là. C'est-à-dire que demain, la norme volontaire qu'on est en train d'élaborer, avec un tour de table qui est représentatif du marché, elle a vraiment vocation à être utilisée par les pouvoirs publics pour pouvoir définir les entreprises qui pourront bénéficier des mesures prévues par l'État dans le cadre de la loi Industrie verte. Ok, merci Nina. Du coup, en effet, on va vraiment avoir un cadre clair sur le sujet quand on est une green tech, donc voir qu'on va vraiment dans le bon sens et on saura vraiment pourquoi, et donc lié au niveau Europe. Mathieu, maintenant peut-être à ton tour, c'est quoi, niveau territoire, du coup, les enjeux en termes de réindustrialisation des green tech, et si après tu pourrais un peu nous parler aussi de l'initiative REF 3. Merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de représenter un contexte territorial que je vais essayer de présenter de manière très synthétique, mais c'est, je pense, en tout cas, le jeu d'échelle que je vais vous proposer est indispensable pour montrer de quelle manière aujourd'hui le Beauvaisis et plus largement la région des Hauts-de-France est un terreau quand même assez fertile, très fertile, pour le développement des green tech dans des stratégies de décarbonation industrielle particulièrement ambitieuses. D'abord, effectivement, pour reprendre la dernière partie de ta phrase, l'agglomération du Beauvaisis, le Beauvaisis fait partie d'une région historiquement industrielle qui a été pionnière dans les réflexions de décarbonation, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que l'on a construit une feuille de route au niveau régional en collaboration avec les différentes intercommunalités et le prospectiviste et économiste Jérémy Rifkin sur la troisième révolution industrielle. Pendant longtemps, on a cru que l'on était vraiment sur une dimension très conceptuelle autour de la mobilité, des bâtiments durables, de la transition énergétique, du développement des énergies renouvelables comme moteur du développement économique. Aujourd'hui, la stabilité de cette vision, je pense que c'est quand même assez unique en France, d'une stratégie de décarbonation qui tient depuis près de 15 ans, fait qu'aujourd'hui, on a des exemples quand même assez impactants. On a tous entendu parler des gigafactories en développement sur le versant nord des Hauts-de-France. Sur le versant sud, là aussi, les territoires ont pris leur destin en main très vite pour mener concrètement les transitions et mettre en place des stratégies de réindustrialisation et de décarbonation. Je vais donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est d'abord revenir sur le niveau de l'Oise. L'Oise s'est organisée en pôle métropolitain en alliant les 3 grandes agglomérations, Beauvais, Creil, Compiègne, pour dépasser des concurrences territoriales et partager des enjeux de transition sur lesquels les territoires ont été souvent démunis en termes d'ingénierie, en termes de méthodologie. Donc on a fait ce choix de s'allier, et un exemple concret de cette alliance, c'est la création d'un incubateur territorial mutualisé, porté par les agglomérations financièrement, donc qui est ITERA, qui a une partie très généraliste, avec des valeurs humaines en plus très fortes, et une partie plus spécifique finalement à nos parcs d'innovation qui sont plutôt orientés bioéconomie et agriculture technologique. Tu l'évoquais tout à l'heure, ça fait partie effectivement des grands champs de la green tech. Et derrière cet incubateur-là, les territoires se sont engagés non plus seulement à se focaliser sur le cœur finalement de la compétence développement économique, c'est-à-dire accompagner l'implantation et le développement des entreprises. Maintenant, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'on va proposer, notamment aux green tech, de proposer leurs solutions au sein de notre tissu économique. Et on a instauré un climat de confiance très fort avec nos partenaires industriels, parce qu'on peut penser que seules les petites ou les moyennes entreprises sont en difficulté face à ces enjeux de décarbonation. En réalité, nous, on a des groupes sur notre territoire de rayonnement international. Je prends un exemple. On a la maison mondiale Massey Ferguson, fabrication des tracteurs rouges, assez de grande notoriété. Clairement, le territoire a joué un rôle déterminant dans le sens où on travaille sur plusieurs axes de décarbonation avec eux, sur la motorisation, électrification du tracteur, moteur à combustion hydrogène, carrosserie biosourcée. C'est le territoire qui a travaillé sur
la mise en réseau avec une linéaire locale pour construire les premiers prototypes des capots des tracteurs, aller chercher chez des green tech exogènes des résines permettant d'assembler cette carrosserie. Et derrière, parallèlement à ça, le territoire propose, même à ces groupes-là, en musclant son ingénierie en interne, de porter des appels à projets France 2030. Aujourd'hui, l'agglomération du Beauvaisis est porteuse de 4 appels à projets France 2030 en structurant des consortiums pour tout de suite massifier et avoir un impact significatif là où l'industriel seul n'y serait pas allé. Donc concrètement, enfin, si on prend comme dernier exemple l'écosystème hydrogène que nous sommes en train de structurer, on a mis autour de la table les usages de notre aéroport, 3e aéroport de Paris, l'aéroport Paris-Beauvais, pour sa décarbonation, notamment sur la mobilité autour de l'aéroport en attendant de travailler sur les avions, et est venu se greffer à co pour les tracteurs, des industriels aussi pour leurs chaudières, des transporteurs, des logisticiens. Aujourd'hui, on se retrouve à un partenariat de 10-15 acteurs qui n'y seraient pas allés si on n'avait pas instauré à la fois cette confiance et ce bloc d'ingénierie qui n'existait pas auparavant au sein des collectivités. Donc très clairement, alors je ne sais pas si en illustrant ces exemples-là on est suffisamment clair, mais en tout cas, clairement l'agglomération du Beauvaisis et plus largement la région Hauts-de-France tente, au moins d'un point de vue méthodologique, de montrer comment on peut être très vite impactant en massifiant à travers ces projets de décarbonation. Ok, si c'était très clair. Carrosserie biosensée, il faudra qu'on en reparle, ça m'intéresse. Oui, donc en effet, on voit que c'est vraiment clé, en effet, du coup, vraiment la mise en place d'un écosystème local entre les acteurs, en effet, green tech, les gros, et qui en effet, sont clés pour pouvoir permettre, en effet, cette réindustrialisation. Du coup, maintenant, 2 exemples de green tech autour de cette table. On a bien fait les choses en termes de maturité et de secteur. On n'a pas fait la même chose pour rendre les choses complémentaires. Du coup, Marie, j'ai commencé par toi. Si tu peux peut-être un peu nous expliquer, Revival, qu'est-ce que vous faites et où vous en êtes dans votre stade de maturité justement par rapport à ces enjeux de réindustrialisation où vous en êtes aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, par rapport au degré de maturité, en effet, c'est nous qui sommes les moins matures. Alors, Revival, nous produisons... Pas sûr ? On va voir. Nous produisons des matières premières recyclées qui sont issues des biens de consommation usagés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque des sneakers, balles de tennis, chaussons d'escalade sont en fin de vie, ils n'ont pas de solution de valorisation et ils vont terminer en incinération, enfouissement, voire être exportés en fait très loin, ou du moins en fait terminer avec une certaine opacité dans des zones en fait où finalement et le citoyen et les metteurs en marché, ceux qui ont mis sur le marché ces produits, en fait, vont perdre complètement le traçage. Notre point de départ a été de dire, dans notamment les baskets, il y a du caoutchouc. Et ce caoutchouc, finalement, peut avoir une valeur. Et il faut qu'on trouve un moyen de l'extraire pour pouvoir lui donner une seconde vie à très haute valeur pour qu'il puisse remplacer de la matière neuve. Et c'est comme ça que nous sommes convaincus que nous allons réussir, en fait, à vraiment décarboner. Donc pour ça, en fait, nous sommes une deep tech, ce qui veut dire que nous avons des innovations de rupture. Au niveau industriel, sur notre chaîne, donc des innovations en fait sur des technologies mécaniques pour extraire justement ces matières, puis des technologies sur la transformation de ce caoutchouc. Donc ce caoutchouc, comment est-ce qu'on le remet à son état de départ pour qu'il puisse vraiment se substituer à une matière neuve. Et enfin, comment est-ce que finalement, fort de tous les programmes R&D que nous allons lancer, qui sont des énormes innovations, puisqu'à chaque gisement entrant, à chaque bac de vieilles chaussures, de balles de tennis, etc., qui vont être de tout venant et qui vont être tous différents, on se rajoute un peu de difficulté, il va falloir l'analyser et pouvoir extrapoler finalement ce qu'on va en faire et pouvoir s'assurer qu'on va en maximiser en fait son potentiel pour aller chercher de plus en plus ou un maximum de décarbonation. Et c'est pour ça que nous faisons petit à petit monter en puissance une IA prédictive pour pouvoir accélérer en fait cette phase de décision industrielle et d'adaptation des formules. Donc en fait, quelle est notre responsabilité en tant que Green Tech ? En tant que Green Tech qui aujourd'hui est à une phase où nous avons un démonstrateur. C'est d'abord, en effet, comme le ministre l'a dit, de faire évoluer les usages.
Ça, c'est long et c'est compliqué, mais ça va passer par faire évoluer les usages des citoyens, ceux des metteurs en marché, ceux des collectivités. Donc la responsabilité finalement de tous les acteurs qui peuvent se retrouver dans la chaîne de valeur. C'est pas facile, ça prend du temps et le seul moyen, c'est de prouver que ça sert à quelque chose. Et prouver que ça sert à quelque chose, c'est finalement montrer que vraiment on va décarboner. Pour ça, il faut avoir un démonstrateur industriel, c'est-à-dire qu'il faut avoir une espèce de mini-usine pour montrer que c'est faisable, pour montrer aux metteurs en marché que si, via les collecteurs-trieurs, soutenus par la responsabilité des producteurs, on récupère en fait leurs vieilles chaussures, on va pouvoir leur rendre de la matière première recyclée qui va être réintégrée dans leur production. Et en fait, ils vont être obligés de le faire. La loi AGEC et la continuité de la loi AGEC va leur imposer d'introduire 20% de matières premières recyclées dans leur production. Et pourtant, tout ce temps de la R&D, tout cet investissement qui est fait justement pour arriver à ces preuves de concept, pour financer ce démonstrateur, finalement n'engendre pas tout de suite des commandes. On prouve, ils réfléchissent, ils statent, ils voient, ils vont regarder ce qui se passe ailleurs, on leur dit qu'il ne se passe rien ailleurs, ils finissent par réaliser qu'il ne se passe pas grand-chose ailleurs, et puis finalement ils vont passer une commande 9 mois, 12 mois, 18 mois après. Et nous, en fait, on est à cette phase où on doit porter cette innovation, on ne doit pas lâcher, il faut qu'on la finance sur nos fonds propres et ou en trouvant des fonds qui sont privés ou publics. Alors, les fonds publics aiment bien financer, évidemment, quand le risque est moins important. C'est absolument, c'est évident, c'est normal, c'est légitime. Et c'est le moment, en fait, où non seulement on doit prouver que ça marche, mais on doit prouver qu'on va pouvoir créer des emplois. Donc c'est vraiment ce moment qui est hyper stratégique et de se dire que nous portons le risque, nous prenons en fait la responsabilité de cette décarbonation et nous en avons l'intention, la conviction. Et à quel moment est-ce que finalement on doit la partager avec des gens qui vont accompagner ce financement et qui peuvent être un mix en effet de financement public-privé. Donc il y a en effet les subventions qui vont être attribuées par l'ADEME, qui ne sont pas magiques, parce qu'un centime de la part de l'ADEME, ça veut dire qu'il faut avoir un centime de fonds propres. Et ensuite des financements qui sont privés, et eux aussi, derrière tous les fonds d'investissement, il va y avoir des LPs, et les LPs veulent absolument avoir une garantie TRI. Donc pour nous, en fait, cette question et notre rôle, je pense qu'il est assez clair, c'est d'apporter des ruptures, de faire bouger les usages et d'avoir déjà la conviction qu'on va y arriver. Sur la question d'installer un démonstrateur, en fait, on arrive toujours un peu au mauvais moment. C'est-à-dire que c'est un peu urgent. Tout d'un coup, il nous faut un endroit où on va pouvoir poser nos machines, parce que ça y est, on les a, on a réussi à trouver les financements, et on veut accélérer cette démonstration. Et là, en fait, écoutez, on a été obligé de quitter les Hauts-de-France parce qu'on n'a pas trouvé en fait, de puissance électrique suffisante. Ouais, donc on a atterri dans l'Ain. Et on était convaincus en fait, qu'il fallait qu'on le fasse dans les Hauts-de-France, et on s'est parlé, et on a essayé de trouver des solutions. Et donc on s'est dit, en fait, finalement, tout ce terreau, on le voit, il est prêt, il est en train de se préparer, mais finalement, on a une espèce de décalage par rapport à nous, notre urgence. Et si, en fait, je suis persuadée que, comme vous, en fait, on veut monter à l'échelle et monter cette usine qui nous permettra de passer non pas à 2000 tonnes de traitement de gisement par an, mais à 10 000, 20 000, 16 000, là, en fait, on trouvera finalement, parce que vous êtes en train de réhabiliter des friches, parce que vous êtes en train de faire un travail qui est absolument colossal, pour pouvoir justement accueillir ces entreprises, les accompagner et subvenir à leurs besoins, notamment avec le programme REV 3. C'est pas que ça va arriver trop tard, c'est qu'on espère qu'on va en arriver à ce stade et qu'on va pouvoir finalement passer ce cap ensemble. Donc voilà, donc c'est un petit peu finalement les challenges auxquels on fait face. Et je pense que une fois de plus, on a un vrai rôle. On veut absolument finalement le jouer parce qu'on y croit, parce qu'on a déjà prouvé avec des preuves de concept qu'on pouvait y arriver. Mais comment est-ce que finalement on va faire ce bridge et comment est-ce qu'on va réussir en fait finalement à arriver jusqu'à ce passage à l'échelle où on est convaincu que vous serez là et que vous êtes déjà là avec l'intention déjà de nous aider, mais avec des barrières qui sont finalement assez... où c'est dommage.
Merci Marie. Alors du coup, en effet, on voit Startup Deep Tech, tout le chemin, quand on vient vraiment d'une techno de rupture et passer tout ce chemin de développer le premier POC, industrialisation, qui est vraiment en effet, on peut le dire, un parcours du combattant pour réussir à franchir toutes ces étapes. Et après, en effet, on en a beaucoup parlé pendant la préparation, pour en parler après, sur ces enjeux, en effet, quand on s'installe, problématique du foncier, d'avoir les bonnes utilities autour, des friches, etc. Mais ça, on en reparlera. En effet, Mathieu, tu as des choses à dire là-dessus. Du coup, Vercor, Gilles, même question, un peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta solution et en termes de maturité, du coup, où tu en es au niveau industrialisation? Donc très rapidement sur Vercor, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent maintenant. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet de Gigafactory en France. Donc on a créé en juin 2020. Qu'on est, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est mature. Alors oui, on est un peu plus mature que toi, mais on a encore beaucoup de travail. Le statut aujourd'hui, c'est que on a réussi pour le coup à sécuriser notre site et nos financements, et les experts et les machines qui vont avec. Enfin, donc on a quand même sécurisé pas mal de choses. Néanmoins, on ne produit pas encore, donc c'est là où il y a quand même une grosse partie du travail qui est encore devant nous. Donc voilà, Vercor, c'est une Gigafactory pour faire des batteries, pour les véhicules électriques, en particulier Renault, qui est notre premier client et notre premier sponsor depuis le tout début. On est passé de 6 à un peu plus de 400 aujourd'hui, donc on travaille. Enfin voilà, c'est dur. C'est une gageure de faire tout ça et voilà, je suis encore souvent étonné qu'on ait réussi à faire tout ce qu'on avait dit qu'on ferait, parce que c'est aussi ça l'enjeu, c'est d'être. Enfin voilà, moi le rôle. Alors tu parlais du rôle que tu ressens et que tu penses représenter pour l'écosystème. Alors moi maintenant, nous le gros travail qu'on a fait, c'est de donner confiance à nos clients d'abord, à donner confiance à nos investisseurs, donner confiance au pouvoir public. On a beaucoup travaillé avec la BPI, donner confiance aux autorités locales. Donc c'est un énorme travail. Et cette confiance aujourd'hui, on a envie de la donner aux autres entrepreneurs en disant ce qu'on a fait. On n'est pas des magiciens. Moi, je suis chercheur à l'origine. Je suis pas tombé dans une potion magique de l'entrepreneuriat à la naissance. J'ai appris à la dure et ce qu'on fait n'est pas inhumain. C'est tout à fait. Enfin, voilà, on est des gens normaux et on a réussi à faire un truc peut-être un petit peu anormal, mais en tout cas qui est tout à fait à la portée de plein de gens. Maintenant, ça nous engage, c'est sûr que c'est une énorme responsabilité. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup de travail. Néanmoins, je suis content de me dire on est un peu plus mature et puis on montre le chemin sur ces sujets-là. Donc nous, nos prochaines étapes, c'est de continuer à grandir, passer de 400 à 1 millier d'ici une année et demie, non un peu plus quand même, 2 ans, de monter la Gigafactory dans les temps avec le niveau, le fameux triptyque de la gestion de projet, dans les temps, dans les coûts, avec le niveau de performance, donc coût, qualité, délai. Donc on est en train de travailler très fort là-dessus. Je voudrais revenir, alors on va reparler après sans doute à la fois des enjeux sur la partie, j'allais dire légale, mais plutôt réglementaire, qui nous a été énorme chez nous, à la fois sur des aides qu'on a eues sur le territoire. Donc alors, j'adore qu'on parle de Rêve 3, j'y suis demain, il y a un gros événement Rêve 3 demain, je suis grand témoin, donc c'est chouette, on m'invite partout. J'ai l'impression, à nouveau, je ne sais pas de quoi je suis témoin exactement, mais je suis ravi de pouvoir aider là-dessus. Donc c'est demain, à Dunkerque. Et Dunkerque, on a eu... voilà. Les 2 choses dont je veux parler, c'est le réglementaire et le territoire, je sais qu'on va y revenir. Mais juste pour introduire un tout petit peu, sur le réglementaire, on a des choses d'un côté sur le terrain. Nous, on a profité d'un territoire Choose France à l'époque, donc c'est un territoire qui avait déjà été préparé, une partie des permis ont été faits, et c'est assez marrant parce qu'on était avec un commissaire européen, Maroš Šefčovič, il n'y a pas très longtemps, et il disait il faut qu'on travaille pour que les permis, on puisse les obtenir en 12 mois. Et nous, on l'a obtenu en 9 mois, parce que ça avait été préparé, parce qu'après, on a beaucoup travaillé. On est des gens normaux, mais on travaille beaucoup. Donc, on a réussi à l'obtenir en 9 mois, parce que ça avait été préparé, parce que les autorités locales, et à nouveau, le territoire de Dunkerque, on travaille excessivement bien avec eux, et ça nous aide beaucoup. Il faut savoir qu'on a testé 40 territoires.
On avait 40 sites. Voilà, on vient de Grenoble. Dunkerque, c'est pas ce qui nous est venu en premier, pour être tout à fait honnête. On a vu plein de choses, y compris à l'étranger. Du coup, on travaille bien avec Dunkerque, c'est une énorme chance. Donc ça, c'est d'un côté permitting, j'ai envie d'appeler. Puis de l'autre côté, sur l'aspect plus réglementaire, on est arrivé à un moment, donc une réussite entrepreneuriale, c'est aussi une chance de tomber avec des réglementations et des choses qui tombent au bon moment. La réglementation batterie, on l'avait anticipé. Il se trouve que quand on l'a créé sur des valeurs environnementales qui sont pile poil celles qui sont dans la réglementation aujourd'hui. Donc on avait préparé un terrain qui nous a permis de répondre très très vite aux interrogations de l'Europe. Donc sur l'aspect réglementaire, il y a plein de choses intéressantes. Et sur le local, on pourra en reparler, mais en effet, on travaille très bien avec Dunkerque. Et puis Dunkerque, c'est un territoire, et les Hauts-de-France en général, où il y a énormément de sujets intéressants. Nous, on a un sujet écologique local, on a un sujet sur l'emploi, on a un sujet sur un hub logistique. Vous parliez d'aéroport, à Dunkerque, c'est un port. On a toute une série de caractéristiques qui font que on pense, et c'était une bonne décision, et c'est une décision qui a été prise avec les autorités locales. Donc voilà, c'est pour moi. Merci Gilles. Donc je note, vous êtes des gens normaux travailleurs, donc rassurant. Et en effet, du coup, c'est un jeu de permitting réglementaire, mais on en reviendra après. Donc peut-être du coup, Alain, pour lancer un peu une discussion ouverte, peut-être commencer justement sur ces enjeux de réindustrialisation des territoires. Donc il va y avoir plusieurs leviers pour ça à mettre en œuvre. Et si on commence peut-être à parler sur les enjeux du coup, justement de formation et de compétences, on va continuer avec toi, Gilles. Donc comme tu disais, monter une nouvelle usine, arriver à 1000 personnes. En gros, c'est quoi les différents types de profils que vous recherchez et comment tu comptes attirer ces nouveaux talents? Ouais, alors à l'origine, on pensait avoir besoin de beaucoup d'électrochimistes parce que recréer une filière from scratch, il y a des choses qui se passent en France. Il y a Saft qui est une entreprise très connue et ancienne du monde de la batterie et de l'électrochimie. Ils sont quelques centaines. Simplement 3, maintenant 4 Gigafactory. Chacune à 1000, 1500, 2000 personnes. Donc on était entre 5, 6 et 8000 personnes à former, à embaucher. C'est l'ordre de grandeur sur les Gigafactory. Moi qui viens du monde de l'électrochimie, en 2003, quand je suis sorti d'études, on était 8 formés. Donc par an, alors voilà, on peut tirer des courbes, mais pour avoir 8000, ça fait une paquet d'années, donc un millier à peu près. Donc on n'y arrivait pas. Donc on a tout de suite regardé comment on pouvait former les électrochimistes. Je vais y revenir juste après. Après, évidemment, en fait, on s'est rendu compte. Moi, j'ai découvert le monde de la grande industrie et il n'y a pas besoin de connaître l'électrochimie, de comment fonctionne une batterie. C'est pas ça dont on a le plus besoin dans une usine. On va avoir besoin de beaucoup d'opérateurs, on va avoir besoin de beaucoup de gens qui vont faire de la maintenance, des superviseurs, maintenance bâtiment, maintenance machine. Donc tout ça, c'est des métiers de l'industrie qui malheureusement qu'on a perdu dans peut-être les 20 dernières années avec une certaine désindustrialisation de la France, peut-être une ici, en plus, on est dans le temple de la start-up plutôt digitale, avec une vision plus digitale du monde de demain. Nous, Pardon. Je suis grenoblois, je suis un peu malade, du coup. Il faisait froid. On en souffre un peu. Voilà. On en souffre un peu. Aujourd'hui, des gens qui ont les compétences de gérer un parc de machines, faire de la maintenance prédictive, préventive, tout le bazar, on en manque. Donc, nous, la manière dont on a travaillé aujourd'hui, pour monter l'entreprise très rapidement, on est allé chercher des talents à l'extérieur. Donc on a beaucoup de gens qui sont venus des États-Unis, de Corée. On a récupéré presque tous les chercheurs grenoblois et français. On a plein de gens qui sont venus chez nous. Après, il y a évidemment nos collègues d'ACC qui ont aussi beaucoup de gens de la batterie. Mais on est arrivé à une limite. Et donc en parallèle, dès le début de Vercors, moi j'ai travaillé sur un projet d'école de la batterie, sur lequel qui nous pousse beaucoup, qui maintenant qui est devenu un projet financé par France 2030, dans lequel on forme, on prépare les formations pour des opérateurs, pour des techniciens,
pour des ingénieurs, avec quand même une grosse, un gros focus sur la partie opérateur et technicien. On le fait avec les Hauts-de-France, avec un autre projet qui est un projet jumeau, dans lequel on est aussi très partie prenante, qui s'appelle Electromob. Et on va comme ça pouvoir former, on espère, un maximum de personnes. Donc voilà, pour répondre à ta question, beaucoup besoin d'opérateurs, de techniciens, de superviseurs, donc des gens qui vont comprendre et faire l'industrie. Et aujourd'hui, comment on fait ? Les premiers experts, on les a récupérés à l'extérieur. Et maintenant, on prépare leur transmission à travers une école de la batterie, vers ces talents de demain. Et on aura besoin, alors ça c'est un gros enjeu qui est territorial, un gros enjeu dont on va parler demain à REV3, c'est sûr, c'est l'attractivité. Attractivité. L'industrie a mauvaise presse. Avec une image de Germinal, Zola. Alors notre industrie, nous en tout cas, je peux pas dire sur toutes les industries, mais elle a quand même beaucoup changé l'industrie. La nôtre, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout ça. Ça fait plutôt hôpital que Zola. Enfin, c'est pas les mines du tout, pas les mines de charbon. Donc on a un gros travail à faire là-dessus parce que moi maintenant, je suis énormément dans les lycées. Cet après-midi, je suis à l'université de Lille pour parler avec les étudiants. On rencontre les parents pas congrès, mais enfin des rencontres pour les étudiants. On voit beaucoup de parents et on n'y arrive pas. Ils en démordent pas. L'industrie, il y a un risque. Il y a beaucoup de gens qui licencient et tout. C'est plus vrai maintenant. On a des créations nettes dans l'industrie mais les journaux, le message et l'imaginaire qui est autour de l'industrie, malheureusement, il n'a pas changé aussi vite que l'entrepreneuriat dans le monde de l'industrie. Et aujourd'hui, on a toujours une image qui est reliée de la casse sociale, beaucoup de licenciements. Oui, évidemment, quand une usine ferme, ça fait plus de bruit que quand c'est un petit commerce mais c'est pas pire qu'ailleurs. Et même, ça va aller vers du mieux, puisque l'aspect green qu'on appelle tous de nos voeux, il nécessite une relocalisation, il nécessite de revenir dans des endroits où on ne fait pas de dumping social, pas de dumping environnemental. Et ça va passer par des usines, à minima en France, et évidemment en Europe, mais on en aura besoin, c'est sûr. Et redorer le blason de l'industrie, c'est vraiment un gros sujet. Marie, tu veux rapidement intervenir sur les enjeux de compétences sur la partie industrielle par rapport à où tu en es pour... Oui, alors, ces compétences-là. Nous, exactement, on est au cœur du sujet puisqu'on invente en fait des nouvelles techniques et des nouveaux process. Donc c'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui arrive et qui saurait instantanément faire fonctionner les choses. Donc on a exactement la même démarche en fait finalement qui est de former les gens et de leur donner une perspective qui est un petit peu long terme, mais même à des opérateurs qui sont arrivés au début et qui étaient sur des tâches qui étaient hyper simples. Donc on a tout de suite investi en fait dans la formation pour notamment les faire monter en puissance sur des questions de maintenance qui sont hyper importantes, pour qu'ils puissent tout de suite se projeter finalement en fait en étant au début de la chaîne et pouvoir se projeter en fait sur la fin de la chaîne et pour pouvoir normal, on leur demande qu'ils soient un peu couteau suisse, on peut pas, voilà, ça va pas être naturel. Donc c'est en effet aujourd'hui nous dans nos dépenses quelque chose qu'on considère comme faisant partie en fait de l'innovation et qui est absolument indispensable et qui est important. On a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées, qui sont reparties et qu'on n'a pas réussi à convaincre, c'est absolument certain. Donc je dirais que sur une personne qui est arrivée qu'on a réussi à convaincre, il y en a peut-être 5 qui sont repartis. Et beaucoup parce qu'ils ont instantanément, ils arrivaient d'emblée avec cette image en fait finalement de quelque chose d'hyper pénible. Et peut-être que nous, on n'était pas au début dans une usine qui ressemblait à un hôpital, mais néanmoins quand même dans des conditions qui n'étaient pas insalubres, qui étaient plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est en effet un vrai enjeu et il faut absolument en fait le prévoir. Et on l'avait peut-être un tout petit peu sous-estimé en fait au début. Parce que pour arriver à ce stade où toi, tu as des gens qui sont formés et qui vont pouvoir transmettre, il faut inventer aussi finalement les formations. Et ce ne sont pas des catalogues de formations qui sont disponibles, donc ça veut dire que c'est du temps et de l'investissement. Mais il vaut vraiment le coup, parce que je suis absolument d'accord. Notre mission, au-delà de la décarbonation, est absolument de réindustrialiser et en fait finalement de récupérer une forme de gouvernance. Oui, c'est vrai que les compétences pour réindustrialiser, c'est vraiment pas quelque chose qui s'improvise. Du coup, peut-être pour finir sur ce sujet des compétences, Mathieu, du coup, vous, qu'est-ce que niveau territoire, du coup, vous mettez en place pour répondre à ces enjeux de compétences ? Alors,
Très clairement, mais ça, je pense qu'on a tous fait ce constat-là. D'un côté, on a ces complexités autour de comment mener à bien la réindustrialisation dans un contexte de zéro artificialisation nette, où il nous faut faire des choix politiques très forts. Et nous, on a effectivement, que ce soit au niveau régional avec Xavier Bertrand, Frédéric Motte, Caroline Cailleux à Beauvais et Loïc Barbaras, des élus qui ont compris très vite que d'un côté, il va falloir assumer que si nous voulons réindustrialiser et accompagner nos industries dans leur développement et en même temps leur décarbonation, il nous faudra de toute manière savoir dire non à un certain nombre d'opportunités qui étaient faciles il y a 10, 15, 20 ans. Donc sur ce volet-là, clairement, on sent les élus prêts ils sont prêts de toute manière à faire ces choix-là. Parallèlement, les enjeux effectivement d'attractivité, de formation. Voilà. On travaille, nous, avec notre cluster Rêve Agro, spécialisé sur l'agromachinisme et l'agriculture technologique, sur des métiers qui sont soit extrêmement méconnus, soit qui n'existent pas, soit effectivement qui ont je dirais des idées reçues un peu négatives, comme on peut l'entendre dans l'industrie au sens large. Nous, on a fait une proposition aussi pour France 2030 de structurer un campus d'avenir sur des filières qui à la fois répondent à des besoins identifiés sur le territoire. Je donne un exemple qui va être un peu, je dirais, en parallèle de ce que je disais tout à l'heure sur l'agromachinisme. On a sur notre territoire l'entreprise qui est numéro 1 en Europe sur l'édition des logiciels destinés aux agriculteurs. C'est le groupe Isagri. On accompagne leur développement qui est exponentiel. Un enjeu qui est au cœur de leur stratégie, l'intelligence artificielle. Mais nous, on n'est pas un territoire qui sommes armés en termes de compétences, de formation sur ces problématiques-là. Et là aussi, on doit réinventer notre manière de faire en tant que collectivité, c'est-à-dire très vite rassurer les entreprises qui se développent. Nous, c'est quasiment 1000 emplois créés dans les 5-6 années à venir pour Isagri seulement. C'est tout de suite se dire comment on est en capacité de structurer un réseau d'écoles, mais en allant quand même du secondaire jusque vraiment au cycle ingénieur et même au-delà, et de se dire, voilà, on sait quantifier nos besoins à 10 ans, on réunit les écoles autour de la table, chacun prend le risque de tester les premières promotions. Donc là, sur l'intelligence artificielle et l'agriculture, on dispose de cette verticale-là et on va la tester sur le territoire, on l'espère dès fin 2024. Parallèlement à ça, vous l'évoquez, sur le stockage de l'énergie, on est aussi parfois victime un peu de notre succès, c'est-à-dire qu'on a des projets industriels qui viennent des fois de l'étranger ou même des green tech françaises qui, comme la vôtre, se sont développées très vite. Et on se retrouve dans des situations où il nous faut organiser très vite des sites industriels clés en main. Vous l'évoquiez tout à l'heure. La question des équipements, des infrastructures, est en capacité d'alimenter en électricité. Et derrière, on nous dit, nous, par contre, c'est 300 emplois à 2 ans, et donc compétences en électrochimie, etc. D'accord. Mais donc si on vous propose ça, vous venez. C'est pas sûr. Comment vous pouvez nous proposer la formation? Avec qui? Tout le monde se regarde. Et puis, des fois, on a des mois, des années qui passent, et puis on loupe le train. Nous, ce n'est pas le cas. On est dans des discussions. Il faut qu'on reste cohérent aussi avec ce qui est développé à l'échelle des Hauts-de-France et de se dire que là aussi, c'est le contexte de confiance à mettre en place et de se dire, on met les partenaires autour de la table. Aujourd'hui, c'est l'un des rôles des collectivités territoriales de se dire, voilà, on a les ressources en matière de compétences de formation. Unilassal chez nous, qui est quand même très avant-gardiste sur les problématiques de décarbonation. Et parallèlement à ça, on a des ressources à Compiègne, à Saint-Quentin, dans le Grand Paris. Et on essaye de répondre à ces questions-là parce qu'on a envie de relever ces enjeux-là. Donc voilà, clairement, nous, l'objectif, c'est, dans les zones d'activité de demain, c'est intégrer une partie formation, campus, vraiment adossée à ces projets qui sont en émergence, à ces projets industriels sur le territoire. Du coup, vous avez vraiment en effet un rôle clé de faire l'entremetteur et justement le lien entre tout ça pour justement que ça prenne et qu'on arrive à avoir les compétences là où il faut.
Ok, très clair. Merci. Du coup, alors autre enjeu, alors on a déjà commencé à en parler, mais on va recompléter sur comment aborder du coup les différents besoins d'accompagnement tout au long du processus d'industrialisation des entreprises de la green tech, avec tout ce qui va être en jeu lié à la réglementation, la norme, la reconnaissance des entreprises. Afnor, Lina, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire là-dessus? Alors concrètement, nous, Afnor Normalisation, notre cœur de métier, c'est de produire des référentiels de confiance. Donc partant de ce principe-là, les normes, les référentiels qu'on produit, elles sont à même de pouvoir guider les entreprises à tout stade en fait de leur industrialisation, leur innovation, etc., pour pouvoir promouvoir en fait et harmoniser des bonnes pratiques. Concrètement, comment on produit nos référentiels? On produit nos référentiels dans des commissions de normalisation qui sont représentatives de tours de table de marché. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on travaille sur le référentiel qui vient compléter et outiller la loi industrie verte, on a aussi bien les pouvoirs publics, les services de l'État qui sont autour de la table, qu'un tissu de PME, de TI et de grands groupes d'industriels et de représentants des filières industrielles qui sont là pour faire valoir la réalité du terrain en termes d'industrie, qui discutent avec aussi les pouvoirs publics qui, eux, ont leurs enjeux en fait de réglementation. Et finalement, on a aussi des ONG environnementales type WWF par exemple, qui est très impliqué aujourd'hui, qui sont là aussi pour faire valoir les enjeux environnementaux forts. Et en fait, ce tour de table qu'on appelle représentatif du marché, il permet en fait un processus d'intelligence collective. Et ce que je trouve assez intéressant, notamment dans ce qui a pu être évoqué par Marie et par Gilles, c'est aussi le fait de pouvoir proposer, nous, à Afnor Normalisation, une mise en réseau. C'est-à-dire que oui, par exemple, on travaille sur un guide de bonnes pratiques pour aller décarboner telle ou telle filière. Donc, à la fin, notre livrable, c'est une norme. C'est une norme qui contient des exigences, des attendus, des indicateurs et une méthode qui a été validée par consensus par toutes les personnes qui ont été autour de la table dans l'élaboration de cette méthode-là. Donc demain, les pouvoirs publics peuvent pouvoir se servir des normes-là pour pouvoir mettre en valeur les entreprises qui vont respecter ces normes volontaires pour ensuite pouvoir donner des avantages, quels qu'ils soient, en termes de fléchage de financement, en termes de fast-track administratif par exemple, pour mettre en valeur finalement des entreprises qui jouent le jeu. De la réduction des impacts environnementaux. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que ces méthodes qu'on définit aussi, elles peuvent aussi être des outils d'aide à la décision pour les territoires, pour les collectivités territoriales. Il faut vraiment pouvoir voir la normalisation volontaire aussi bien pour les entreprises comme des guides d'application. Aujourd'hui, concrètement, on travaille beaucoup, si ça vous parle peut-être, le volet ISO 14001, c'est la norme de management environnemental pour les entreprises. On se dit, est-ce qu'il est réellement possible pour une PME, pour une start-up de pouvoir travailler un système de management environnemental? Comment on peut outiller finalement toutes les typologies d'entreprises pour prendre en compte les enjeux environnementaux. Donc c'est vraiment de pouvoir mettre en réseau, je dirais, tous les acteurs économiques, aussi territoriaux, les services de l'État, pour faire aussi pouvoir accélérer les remontées terrain. Ce qui est assez agréable, je dirais, c'est que au travers de l'élaboration d'une norme volontaire dans nos commissions de normalisation, on a des synergies qui se passent. On a le volet informel de avant ou après une réunion d'élaboration d'une norme où on a des connexions qui se font entre les services de l'État, des start-up, des industriels, des fédérations aussi qui apprennent à se connaître parce que finalement, ça reste des personnes physiques qui, bien sûr, représentent des organisations autour de la table, mais on crée finalement un réseau et on permet finalement à toutes ces parties prenantes-là qui sont très variées, parce qu'on a aussi parfois des associations de consommateurs qui
du coup, ont une opportunité de discuter et de se parler autour d'enjeux communs à différentes échelles. Donc finalement, il faut voir peut-être pour conclure la normalisation volontaire comme un outil qui peut accélérer le développement des entreprises, qui est vraiment, je dirais, en co-construction, en complémentarité de la loi, c'est-à-dire que dans nos normes, on n'a pas une exigence qui est tirée de la réglementation. On considère que la réglementation, tout le monde est censé appliquer ça. Donc on ne va pas réécrire la loi. Mais on va potentiellement dire le comment. C'est-à-dire que la loi dit le quoi faire. Et la norme va dire quelle est la meilleure manière d'être compliant avec la loi, par exemple. Et ces méthodes-là, elles sont co-construites avec les pouvoirs publics et elles peuvent aider, du coup, les entreprises à tous les stades d'industrialisation pour prendre le pas, notamment sur les enjeux environnementaux, qui deviennent des enjeux de performance aujourd'hui et de compétitivité. Donc vraiment des outils d'accompagnement, justement, qui permettent à aider justement cette administration. Merci Nina. J'avais prévu de vous faire rebondir, mais ce que je propose, vu qu'il nous reste un peu moins de 5 minutes, c'est peut-être profiter là, du coup, si vous avez des questions dans la salle pour pouvoir interagir. Je ne sais pas comment ça se passe pour les passages de micro, s'il y a quelqu'un ou si c'est à moi de le faire. Voilà, mais du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous avez été trop clair. Bonjour, Éléonore Blondeau du collectif Startup Industrielle France. Donc nous, justement, on représente les startups qui développent des produits innovants ou des procédés industriels duplicables à grande échelle. Et clairement, la phase dans laquelle se trouve Marie, qui est la phase de la pré-industrialisation, est un long chemin, une vraie vallée de la mort. Donc il y a quelques warriors quand même qui arrivent à dépasser cette phase-là, mais en fait la majorité des startups industrielles françaises finalement rament jusqu'à parfois et en ce moment assez régulièrement aller en procédure collective, voire malheureusement la liquidation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce que vous imaginez si vous aviez une baguette magique, quelle serait votre bonne pratique ou ce que pourrait développer l'économie française, publique ou privée, pour que le financement, notamment en fonds propres, parce qu'on le voit, il y a des aides publiques, notamment BPI France a mis en place l'appel à projet première usine, le prêt Nouvelle Industrie, le fonds d'amorçage pré-industrialisation qui est que de 50 millions d'euros. Donc comment faire pour accélérer et déployer le développement d'une offre de financement en fonds propres pour cette phase de pré-industrialisation qui parfois, quand c'est le cas de Gigafactory, on parle de dizaines de millions d'euros, mais en fait la majorité des startups industrielles aujourd'hui ont plutôt besoin de 800 000 à 8 millions d'euros pour cette phase de pré-industrialisation. Donc comment on pourrait faire, comment vous chez Vercor, alors vous avez le label Deep Tech, qui n'est pas le cas de toutes les startups industrielles aujourd'hui, mais comment on pourrait faire en fait pour débloquer cette situation? Aujourd'hui, on peut dénombrer seulement 5 fonds d'investissement qui investissent dans les startups industrielles en France, non Deep Tech. Ou Deep Tech et pas que. Moi, je donne ma langue au chat, je sépare. Ouais, nous on a eu plein de soutien et je vois ce qui marche. Honnêtement, non, là comme ça, je suis sec. On pourra refaire un report. Je pense qu'on a besoin d'une session de travail plus que de 5 minutes de réponse aux questions. Non, nous on fait partie du collectif des startups industrielles, donc. Aujourd'hui, par rapport au financement, on le dit toujours, ceux qui investissent dans une société, c'est beaucoup par coup de cœur pour les fondateurs et on a eu la chance d'avoir des investissements de la part de business angels. Maintenant, on est au-delà en fait, de la capacité des business angels. Ils ne sont pas tous assez deep pocket. Et en effet, quand on va avoir des fonds d'amorçage, en fait, finalement, ils nous disent on sera là au prochain tour et on va mettre 30 millions sur la table. Cool. Mais la question, c'est en effet ce bridge entre-temps qui est très très important dans un contexte en fait où les liquidités finalement ont été coupées. Donc nous, on a du cash devant nous, Dieu merci, et pour maintenir finalement assez de cash pour attendre le plus longtemps possible, en attendant que les effets un peu pervers de cette bulle tech qui a explosé finalement passe ou disons soit moins prégnant, ça va être de sous-investir en R&D. Ça va être tout simplement en fait de finalement ralentir la R&D en prenant le risque en fait qu'il y ait des gros qui arrivent et finalement qu'il y ait une force d'investissement qui soit plus importante ou qui attendent carrément qu'on soit en difficulté finalement en fait pour nous racheter. Donc c'est vrai que c'est dommage parce qu'en tant que start-up, si je reviens à notre rôle, il est aussi en fait
pouvoir jouer un rôle de catalyseur pour, si un jour on est racheté par un industriel, lui faire gagner énormément de temps et que lui puisse passer à l'échelle. Donc en fait, en termes de séquencement, en général, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que c'est vertueux. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de coup de baguette magique. Je veux revenir juste par rapport à ce que tu disais très très rapidement, parce que c'est pas la réponse, mais c'est hyper important. Quand on est une start-up, on est en permanence en train de faire du up and down entre ce qui se passe dans les sphères publiques très haut, ce qui se passe au niveau des régions et ce qui se passe au niveau en fait carrément des communes. Et finalement, les élus aujourd'hui clairement débloquent. Frédéric Motte, Luc Foutry au niveau du PVL Carambeau sont des gens qui ont compris, qui veulent décarboner et qui ont réalisé ce coût environnemental. Il n'y a absolument aucun souci. Et après, en fait, on peut avoir un coup de chance et réussir à descendre au niveau des communes, finalement, être avec les services techniques et réussir à faire un démonstrateur. Pour nous, ça a été, en fait, 500 mètres de piste cyclable à Pont-à-Marc. Et après, il est évident que pour donner de la visibilité, il faut avoir des KPI, il faut pouvoir le montrer, il faut pouvoir uniquement le prouver avec des choses qui sont hyper tangibles et avec des indicateurs qui sont lisibles par tout le monde et qui sont universels. Donc ça, c'est hyper important, finalement, quand on a réussi un démonstrateur, en fait, de faire une espèce de modélisation d'excellence pour pouvoir remonter et se dire comment est-ce que demain d'autres communes qui sont autour de Pont-à-Marc en fait finalement vont avoir envie de faire la même chose. Et le blocage en fait il est souvent finalement financier. Ce coût environnemental il est complètement en fait intégré par les élus et parfois il est moins en fait finalement au niveau local. Est-ce que tout ce dont tu parles et cette normalisation peut débloquer les choses ? Nous, on en est quelque part convaincus, ça fera pas tout, mais c'est déjà en fait une énorme étape, mais qui peut elle aussi être un investissement. Mais voilà, ça c'est une des choses aussi qui, par rapport en fait au bridge et aux besoins de financement, peut être une forme de chiffre d'affaires immédiat, parce que vous, au niveau des communes, vous avez la capacité de passer des commandes rapidement. En dessous de 100 000 euros, en fait, on est en dessous de cette question de l'appel d'offres public, et donc on peut vraiment faire les choses rapidement. Et vous avez dans ce cas-là, mais vraiment la réactivité qu'on attend en tant que start-up. La question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un coup de chance pour que ce démonstrateur finalement soit modélisé et puisse à ce moment-là être pour nous un chiffre d'affaires plus immédiat, qui est une autre façon finalement quand même de financer et qui est sans doute la façon la plus saine plutôt que de laisser filer trop d'equity. Ça me permet de rebondir, parce qu'il y a aussi le rôle des territoires dans le financement. Par exemple, si on prend l'exemple du fonds d'investissement en amorçage des métropoles de Lyon et Saint-Étienne, eh bien, c'est un fonds qui est spécialisé sur l'investissement en pré-série, qui est aujourd'hui géré par Demeter. Et en l'occurrence, une des conditions, et en fait, ça favorise vraiment le développement du territoire, c'est que les pré-séries, voire la production grande série, soient localisées dans les territoires. Après, là, ça reste un fonds métropolitain coporté par Saint-Étienne et Lyon. C'est vrai que la taille, en tout cas, de tous les retours des startups industrielles qu'on accompagne et qu'on soutient semble être plutôt la taille de la région. Donc quand c'est possible du point de vue politique, c'est vrai que c'est mieux qu'il y ait une collaboration entre les métropoles et les régions pour avoir des fonds territoriaux d'investissement avec ces critères à la fois de localisation de l'outil productif, mais aussi des critères d'impact environnementaux. En l'occurrence, ce fonds dont je parle, il y a des vrais KPIs sur l'impact environnemental et social des projets qui sont accompagnés. Donc, est-ce qu'on trouve la même chose dans les Hauts-de-France ? Et je sais que c'est en réflexion ici en Île-de-France. Il y a d'autres territoires qui se posent les questions. Mais je pense que les territoires ont aussi un rôle. D'ailleurs, il y a le FNVI qui est actuellement géré par la BPI France pour créer des fonds d'amorçage industriel territoriaux, nationaux, sectorisés. Est-ce que le territoire des Hauts-de-France, par exemple, s'intéresse à cette question ? Et est-ce que les autres territoires qui sont ici s'y intéressent ? Du coup, peut-être en réponse rapide, Mathieu, puis après, je laisserai continuer en oui, parce qu'on a dépassé le reste, oui, oui. Mais je laisse répondre. Non, je vais faire concis, je vois bien que je suis un peu ciblé. Pas du tout. Alors, je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais par contre, d'abord, je pense qu'on partage votre constat, ça c'est déjà une chose. La seconde, c'est que dans le cadre du nouveau schéma régional de développement économique de la région, les aides et justement les fonds d'amorçage ont été repensés, mais surtout parallèlement à ça, et nous c'est un peu la nouveauté sur le Beauvaisis, c'est que l'on va faire le choix de construire une convention spécifique avec la région Hauts-de-France pour venir abonder sur certaines aides et notamment sur des problématiques d'amorçage à notre échelle. Alors, vous évoquiez effectivement Lyon, Saint-Étienne. Beauvais, c'est pas encore Lyon. On le souhaite pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, je dirais qu'on en prend le chemin et
Et même pour être tout à fait concret, là, dans les prochaines semaines et les prochains mois, vont arriver les premiers arbitrages budgétaires qui vont valider ces expérimentations de fonds d'amorçage. Après, ça sera une question d'échelle, évidemment, et de voir, et on collabore de manière de plus en plus étroite avec les Hauts-de-France pour être certain qu'on puisse répondre à des besoins, mais là aussi il nous faudra faire des choix, être sélectif pour ne pas saupoudrer, mais clairement être sur quelques projets qui seront soutenus à la hauteur de leur potentiel, quoi. Ok, on finit vraiment par une solution concrète. Merci Mathieu, merci à tous pour cet échange très intéressant. Et voilà, je vous souhaite une bonne suite de journée au Meetup Green Tech. Merci à tous.